Mon invité est l'auteur de Histoire des sciences au Québec et de plusieurs ouvrages de la même nature. Il est titulaire de la chaire de recherche en histoire et sociologie des sciences à l'Université du Québec à Montréal et très présent dans tous les débats sur la science et l'université. Yves Gingras, bonjour. Bonjour. On va commencer par le début parce que avec vous, on vous connaît un peu comme communicateur, comme vulgarisateur. On sait que vous pouvez aller partout. Alors, on va essayer de donner une ligne. On va commencer par votre parcours personnel. Vous êtes le premier universitaire de la famille. Vous n'êtes pas d'une lignée. Votre père n'était pas professeur d'université, tout Non. ça. Vous commencez ça. Donc, moi, effectivement, c'est ce qu'on appelle en termes sociologiques un étudiant universitaire de première génération, c'est-à-dire ceux dont les parents ne sont pas allés à l'université. C'est ce qui me donne peut-être, par mes origines relativement modestes, qui viennent de Montmorency, à côté de la Dominion Textile, un œil sur ce que ça veut dire avoir le privilège d'aller à l'université parce que ses parents sont allés, ses grands-parents sont allés. Et donc, il y a un coût psychologique à cette question-là. Un coût psychologique pour vous? Oui, puis je vais vous donner un seul exemple. Prenez l'autobiographie de Fernand Dumont. Bon, moi, je fais la sociologie des sciences, donc je me considère comme sociologue. Et le grand sociologue québécois, c'est Fernand Dumont, qui a écrit son autobiographie qui s'appelle « Récit d'une émigration ». Quelle est l'immigration dont parle Fernand Dumont? Il parle de sa propre immigration de Montmorency, dont le père était à Dominion Textile, de première génération lui-même, pour devenir lui-même un universitaire. Et il explique dans son autobiographie qu'est-ce que ça veut dire en termes d'éloignement de ses origines de classe et comment il a vécu ça psychologiquement. Je comprends parfaitement ce qu'il veut dire. On s'éloigne de nos origines. On vit dans un monde beaucoup plus éduqué, donc qui est habitué à aller dans des colloques, qui voyage beaucoup plus, qui est privilégié. Être professeur d'université, c'est le travail le plus privilégié. D'où l'obligation, personnellement, que le hasard a fait que je peux me donner, un peu comme vous avez discuté avec Hubert Reeves, de dire, comme je suis privilégié, comme je crois avoir une certaine expertise, je vais m'en servir lorsque je vois des débats où je peux contribuer. C'est ce qu'un autre grand auteur que je respecte beaucoup, Pierre Bourdieu, appelait l'intellectuel spécifique. Moi, je ne parle pas de n'importe quoi, je crois. Je parle de ce que je connais, de ce sur quoi j'ai travaillé, de ce sur quoi je peux amener des données relativement objectives pour sortir de la rhétorique, de la démagogie et de la mauvaise foi. Donc, c'est un peu... Je pense que c'est lié au fait que je suis un intellectuel de première génération. Pour être clair, ça ne veut pas dire que vous pensez que les intellectuels de troisième ou de quatrième génération sont moins honnêtes, forcément. Non, mais c'est possible, et je le dis de façon claire et nette, et je le crois, que parfois, ils deviennent un peu comme des poissons dans l'eau et ils oublient qu'ils vivent dans un univers parfois assez raréfié et que parfois, il faut revenir sur la Terre et ramener un peu de bon sens. J'ai toujours dit, les intellectuels sont les plus grands manipulateurs du langage. Ils peuvent convaincre n'importe qui d'une chose et de son contraire. C'est des rhétoriciens. Les origines des intellectuels, c'est le sophiste grec, qui pouvait, pour 5 drachmés, vous convaincre d'une thèse ou vous convaincre du contraire de cette thèse-là. Ça s'appelle aujourd'hui la rhétorique. Et aujourd'hui, les sophistes grecs sont incarnés de nos jours par les avocats. Les avocats, c'est les parfaits manipulateurs du langage. Écoutez la télé, vous allez voir qu'ils peuvent vous convaincre d'une chose ou d'une autre en manipulant le langage. Donc, une de mes expertises qui est liée à ça, c'est une expertise en rhétorique. Lorsqu'on vous dit dans les débats, il n'y a pas eu de vrai débat, qu'est-ce qu'on vous dit? On ne vous dit pas qu'il n'y a pas eu de débat. On dit qu'il n'y a pas eu un vrai. Ça veut dire qu'il y a eu un débat, mais on a conclu contre notre thèse. Quand on est d'accord avec un débat, c'est un vrai débat. Quand on n'est pas d'accord, c'est pas un vrai débat. Donc, moi, j'analyse donc à la fois la transformation de la science, mais la transformation aussi des discours rhétoriques. Et cette distance par rapport au milieu ambiant, elle n'est pas impossible chez des gens qui sont depuis des générations dans un milieu. Mais c'est possible qu'on oublie que c'est un milieu éthéré, c'est un milieu privilégié. Privilégié, oui. Et donc, il faut en tenir compte parfois de se dire... Avoir la conscience de son privilège. C'est ça. Donc, une forme de réflexivité, la prise de conscience de son privilège et de sa position sociale actuelle en rapport avec la position moyenne des autres gens. Mais là, qui parle? Là? Le citoyen, le sociologue ou l'historien? Je dirais que, premièrement, quand je donne mes cours, il n'y a pas de différence entre l'histoire et la sociologie. Moi, j'ai fait une thèse en histoire et sociopolitique des sciences. Et j'enseigne l'épistémologie de l'histoire. Et si on fait de l'histoire correctement, on ne peut pas faire de l'histoire sans la sociologie. Faire de l'histoire, c'est quoi? Étudier la transformation, par exemple, d'un État, c'est la Sciences Po, qui est elle-même un chapitre de la sociologie. Donc, moi, je pense que la base de la société, c'est sociologique. Et l'étudier dans le temps,
Bien, c'est faire l'histoire. L'étudier dans le présent par un sondage, là, on se rapproche du pôle sociologique. Mais entre l'histoire et la sociologie, il n'y a pas un mur. Il y a une continuité. Et si vous faites juste des sondages, on peut dire, OK, c'est la sociologie. Si vous regardez comment l'État s'est bâti depuis au Québec, par exemple, depuis 1920, est-ce que vous faites de l'histoire ou de la sociologie? Ça s'appelle de la sociologie historique. Donc, c'est les deux qui parlent. C'est les scientifiques plus que les citoyens ou les citoyens plus que les scientifiques? Je ne parle pas en citoyen en général parce que je parle en intellectuel spécifique. Et si je parlais en citoyen, comme tout bon citoyen, je pourrais donner mon avis sur tout, sur le budget d'hier, sur ce que je pense de Jean Charest. Mais ça, c'est le citoyen. Je ne crois pas que l'expertise que j'ai acquise me donne un discours plus véridique sur Charest, sauf peut-être si je parle de la rhétorique de Charest. Mais sur Charest, j'ai l'opinion que mon père aurait pu avoir ou que vous pouvez avoir comme citoyen. Quand j'interviens dans les médias... C'est vrai que journaliste, c'est pas une science. J'interviens comme... pas expert, mais avec une certaine expertise dans des domaines limités. J'interviens sur les universités, j'interviens sur la science, j'interviens sur les controverses scientifiques, sur les controverses publiques, mais j'interviens pas sur la politique comme telle. J'interviens pas sur la CAQ, j'interviens pas partout. Si on vient à l'origine, pourquoi la science? Vous avez quel âge quand vous savez que vous allez en science? J'avoue 8, 9 ans, 12 ans? Oui, très jeune, moi, je me suis toujours intéressé à la science. Donc, j'ai pas choisi. Et ça, sociologiquement, c'est intéressant aussi parce qu'on se dit, est-ce que vous êtes allé au collège classique ou au collège public? Moi, là, quand j'étais jeune, cette question-là ne se posait pas. À Montmorency, dans ma famille, il y a une école au coin de la rue. C'est les frères maristes qui la tiennent. Je ne me pose pas de questions, je vais là. C'est beaucoup plus tard, quand je suis rendu au secondaire 3, que je découvre qu'un de mes amis, lui, était au collège classique pendant une année et ensuite est venu au public. Donc, j'ai dit, c'est quoi ça, le collège classique? Donc, moi, je n'ai pas à choisir entre deux. Donc, déjà, l'idée qu'on fait un choix, c'est une idée d'intellectuel. Beaucoup de gens n'ont pas de choix. L'horizon du pensable est limité à ce qu'ils ont devant eux. Et ils n'ont pas le choix entre trois sortes de beurre de pinot. Ils ont un seul pot de beurre de pinot, puis ils ne pensent pas qu'il y en a d'autres beurre de pinot. C'est ça, des origines modestes qui nous font comprendre que l'idée qu'on a un spectre est limitée. Et c'est là l'erreur de la plupart des économistes qui pensent que les gens sont des êtres rationnels, qui optimisent leurs choix. Ça, c'est des visions d'intellectuels déconnectés de la réalité. Qui ont les choix devant eux et qui sont capables de faire des choix rationnels. Optimisés. Sinon, c'est des irresponsables qui ne méritent pas d'avoir l'assurance maladie, etc. Là, c'est ça. On voit la base d'un raisonnement de droite. Et je pourrais donner des exemples empiriques, des tonnes, qui est la preuve empirique de ça. Okay? Pas plus tard qu'hier, je vois un reportage à la télévision qui était très, très bon, pour ne pas le nommer à l'émission La Facture, qui montre que les prix des pilules varient dans la plupart des pharmacies. Beaucoup de gens disent « on ne le savait pas ». Moi compris, je pensais que si je prends ma pilule, que je l'achète au coin de la rue ou à la même place ou 6 kilomètres plus loin, c'est le même prix. C'est pas le même prix. Mais il suffisait d'écouter le discours du porte-parole des pharmaciens qui nous sortait un discours de sophiste qui, à la fois, disait que c'est normal qu'on ne marque pas le prix dessus pour ne pas faire de la compétition, mais qui, 5 minutes plus tard, nous disait que les gens sont parfaitement conscients et savent choisir leur place où c'est moins cher, ce qui est un mensonge. Voyez-vous? Donc, on est habitué de manipuler les gens et moi, j'essaie de déconstruire la rhétorique de manipulation. Mais je recule encore. La science, pourquoi c'est la science? Vous allez au Collège des Frères Maristes, au coin de la rue. À un moment donné, il paraît que vous tirez des fusées sur le bord du fleuve à Montmorency. Comme moi, je m'intéresse beaucoup aux sciences, je me suis intéressé à l'astronautique parce que c'est l'époque où on va sur la Lune. Oui. Hein? En 1966, en 1969, quand on atterrit sur la Lune, moi, mon père me réveille là, au petit matin pour que j'écoute l'atterrissage de la Lune en direct. Donc, à partir de 70, je fais moi-même des fusées et ensuite, avec un de mes amis, on lance les fusées sur le bord du fleuve en espérant qu'elles n'atterriront pas sur le toit d'une auto à 1 kilomètre plus loin. Donc, je me suis toujours intéressé aux sciences et j'ai toujours fait de la science parce que ça m'intéressait, mais je ne peux pas savoir pourquoi. C'est comme ça. Mais ce que vous pouvez savoir pourquoi, c'est pourquoi vous n'allez pas en sciences directement et que très vite, au niveau du doctorat, vous allez plutôt en histoire et sociologie. Oui, donc c'est-à-dire qu'au début, je croyais vouloir faire de la science. Donc, j'ai fait la science au niveau du baccalauréat en physique, sciences pures au cégep, Limoilou. Et après un bac en physique, j'ai fait une maîtrise en physique, donc sur une thèse très pointue qui s'appelle la densité des ondes électromagnétiques dans les diélectriques. Donc, c'est une thèse de physique
théorique sur les équations de Maxwell. Et là, je découvre qu'au fond, si je continue au doctorat, il faut que je trouve un petit problème à résoudre. Parce que c'est ça, au fond. Hein? Faire de la physique, c'est résoudre des problèmes. En gros, 99 tu n'as pas une révolution scientifique d'Einstein à tous les jours. Il ne faut pas faire semblant aux gens qui vont devenir d'Einstein tous les jours. Et là, j'ai compris que ce qui m'intéressait, c'était à moins la solution de problèmes quotidiens de la physique, qui est une mentalité, par exemple, qu'on trouve chez les ingénieurs. On va en génie parce qu'on veut résoudre des petits problèmes, ce qui est fondamental. Si on n'avait pas les ingénieurs, on ne sera pas ici aujourd'hui à se parler à travers les micros. Et les ponts tomberaient. Les ponts tomberaient. Plus rapidement encore qu'ils tombent actuellement. Et là, je me suis dit, ce qui m'intéresse dans la science, c'est la base, les fondements de la science. Pourquoi la science existe dans la société? Là, j'ai dit, OK, donc il faut que je cesse de faire de la physique, il faut que je fasse de la sociologie. Parce que s'il y a de la physique dans un pays, c'est parce qu'il y a une société qui a créé des universités dans lesquelles on a fait des départements de physique. Pourquoi on fait des départements de physique? Donc, j'ai fait donc l'histoire de la physique pour comprendre que la science au Canada s'est développée dans un contexte social qui s'explique en partie par l'industrialisation, le développement des chemins de fer. Donc, ma question sur la science s'est transformée en une question sociologique et donc historique. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas de séparation entre l'histoire et la sociologie. Vous avez commencé à en parler tout à l'heure, mais je voudrais préciser comment vous voyez votre rôle, parce que vous êtes à la fois vulgarisateur, professeur, titulaire de chaire de recherche. C'est un rôle très multiple. Comment vous voyez votre rôle dans la société? OK. Moi, mon rôle fondamental, c'est-à-dire l'essentiel de mon temps, est consacré à un travail de professeur. Moi, je suis payé pour être professeur. Donc, j'ai une chaire de recherche du Canada. Ça veut dire que j'ai des moyens de faire de la recherche. Mes recherches portent sur la sociologie des sciences. Je fais des études aussi quantitatives de transformation de la science dans le monde avec des données quantitatives. Par exemple, la montée de la Chine, les relations internationales en sciences, comment le Canada collabore de plus en plus avec la Chine. Donc, je fais à la fois de la science au niveau canadien, mais au niveau mondial. J'étudie les liens entre les pays. J'ai un article, par exemple, qui vient de sortir sur le déclin de la Russie et comment aujourd'hui les scientifiques russes publient de plus en plus en anglais et non plus en russe. C'est comme vous l'avez dit, Hubert Reeves, si je peux y faire une remarque, il avait bien expliqué que la science aujourd'hui, ça se fait en anglais et que c'est une opération indiscutable pour des raisons historiques et sociologiques. Donc, les Russes, j'ai montré qu'ils font aussi la même chose avec une collaboratrice russe. Et donc, mon travail... Et vous, est-ce que vous publiez en anglais? Bien sûr. Mes travaux... Est-ce que vous pensez qu'en France ou au Québec, il existe une communauté scientifique experte en sociologie des sciences ou en bibliométrie ou en scientométrie? Il n'y en a pas. Donc, je publie tous ces travaux-là dans des revues internationales comme le American Journal of Science and Information, Scientometrics, Research Policy, Science and Public Policy. Il y a un niveau mondial où on s'intéresse à ces questions-là. Et il n'y a pas d'expertise, très peu en France. Donc, je suis invité très, très souvent en France pour expliquer comment la science se transforme avec la mondialisation, pourquoi l'anglais est devenu une langue dominante. Ça, c'est mon travail de chercheur. Mon travail dans les médias, c'est un travail auquel je réponds parce qu'on me le demande. Et comme je dis, je ne suis pas pour refuser une plateforme où on me permet d'expliquer que les choses sont plus complexes que ce qu'on lit parfois dans les journaux. Je lis beaucoup les journaux, j'écoute beaucoup la télé, et des fois, j'essaie de décortiquer. Donc, j'interviens sur la science. Si je lis dans Le Devoir, comme il m'est arrivé il y a plusieurs années, un article qui nous dit que les produits homéopathiques n'ont pas d'effet secondaire, je réponds parce qu'il n'explique pas que la raison, c'est pas que c'est un hasard, c'est qu'il n'y a pas d'effet primaire à l'homéopathie, c'est de l'eau. Voyez-vous? Mais là, il faut à la fois une formation scientifique, mais décortiquer la rhétorique de dire, par exemple, on mélange médecine douce et homéopathie. C'est pas pareil. La médecine douce, ça peut être dangereux. Des champignons, vous pouvez vous empoisonner avec des champignons. Donc, la médecine douce, c'est un contexte flou. L'homéopathie, c'est très précis. C'est vous diluer pendant 10 à la 35 fois 1 décilitre de produit. Après 10 à la 35, un manuel de chimie élémentaire vous dit qu'à cause du nombre d'Avogadro, il ne reste plus de molécules actives. Donc ça, c'est le travail que je fais lorsqu'on me le demande. Un travail de vulgarisation scientifique. Ouais. Et d'explication, de dire, si vous voulez prendre une décision, prenez-la au moins sur une compréhension juste de la science contemporaine. Qu'on revienne en parenthèse sur la langue, vous dites, vous signalez vous-même, comme il arrive, que les publications scientifiques se font désormais en anglais. Qu'est-ce que ça nous dit au Québec sur la lutte pour le français? Et plusieurs personnes, je sais que plusieurs personnes vont être d'accord avec vous, mais vous savez qu'il y a plusieurs Québécois qui vont être choqués.
Et parce qu'il y en a qui pensent qu'il faut faire aussi cette lutte-là, que ça fait partie de la lutte pour la conservation du français au Québec. Oui. Je vais répondre à ça, c'est très simple. J'ai fait en 1984 un article dans une revue savante québécoise, Recherche sociographique, ce qui était une sociologie de la langue en sciences. Ça s'appelait « La valeur d'une langue dans un champ scientifique ». C'est donc une sociologie de dire qu'est-ce qui détermine la valeur d'une langue. Parce que c'est de ça qu'on parle. On a un champ. Le français a une certaine valeur, l'anglais a une certaine valeur, le russe a une certaine valeur. Dans le temps, ces choses-là se sont transformées. Depuis la Deuxième Guerre, l'Allemagne a été détruite et l'Allemagne était le centre mondial de la science de 1900 à 1939. La science se faisait beaucoup en allemand. Tous les scientifiques américains des années 20-30 lisaient les revues allemandes. Mm-hmm. Après la Deuxième Guerre, pour des raisons géopolitiques évidentes, l'anglais est devenu dominant. Quand on est un scientifique... On a combattu l'allemand activement. Oui, et donc quand on est un scientifique, il faut bien voir qu'on est dans un domaine très pointu. Si on est astrophysicien, le nombre d'astrophysiciens qui va être autour de vous qui travaillent sur votre domaine est égal à 1 ou 2. Parce que votre collègue astrophysicien au département, il est astrophysicien, mais il travaille sur un autre domaine. Et le plus proche peut être à 23 000 km. Et donc, quand on regarde les publications, aujourd'hui, bon, moi j'ai fait plusieurs textes qui montrent ça, si on regarde les co-auteurs, vous savez que la science d'aujourd'hui, à 90%, tous les papiers scientifiques ont plus qu'un auteur. Un article en physique écrit par une personne, ça n'existe plus. Les articles sont écrits à 4 ou 5. Et si vous regardez donc les pays de ces gens-là, vous voyez qu'il y a plus de chances pour un chercheur québécois de collaborer avec un chercheur américain qu'avec un chercheur canadien et qu'avec un chercheur québécois. Parce que le pool mondial de physiciens dans votre domaine, il va être égal à 200, alors qu'il va être égal à 2 dans le reste du Québec. Cette mondialisation-là est faite depuis longtemps, de toute façon. Est faite depuis longtemps. Et quelle est l'erreur que font ceux qui nous disent qu'on doit publier en français en sciences? Ils font une erreur que j'ai décrite dans ce texte de 84. Ils disent la science, c'est la culture culture, c'est la nation, et la nation, c'est la langue. Ils font cette égalité-là. C'est faux. La science n'est pas la nation. La science, c'est la science internationale. Le grand Louis Pasteur disait, la science n'a pas de patrie. Pasteur le disait, mais il disait, le scientifique a une patrie. Mais la science n'a pas de patrie. Et donc, la science est un champ, c'est un espace abstrait dans lequel on circule au plan international. Ouais. Moi, je circule au plan international dans mon champ, qui est la sociologie des sciences. Donc, je suis invité à différents endroits. Et si j'écrivais mon texte en français, en sociologie des sciences, exactement comme Reeves vous l'expliquait, aucun des sociologues américains, aucun des sociologues chinois des sciences, aucun des sociologues des sciences japonais lirait mon texte. Et maintenant, français, dit-on. Et maintenant, même les Français ne le liraient pas. Bon, eux, ils ont plus de chances de le lire. Par exemple, j'ai fait un texte sur le tokamak de Varennes, une sociologie de la construction du tokamak. Le réacteur nucléaire de Varennes. Le réacteur de fusion qui est fermé. J'ai expliqué comment la politique a construit ça. On l'a publié dans Social Studies of Science parce que c'était une contribution à la dynamique de la sociologie des sciences. Donc, la science est internationale, mais bien sûr, on donne nos cours en français. On forme nos étudiants en français, mais ils doivent lire l'anglais. Quand on examine l'histoire des sciences, comme vous, là, à propos, si on parle du Québec et du Canada français, est-ce qu'on constate, je ne dis pas aujourd'hui, là, mais dans l'histoire, 19e siècle, début 20e, est-ce qu'on constate forcément un retard? Est-ce qu'on est une société en retard sur le plan scientifique? La thèse du retard, c'est une vieille thèse de l'historiographie. Si vous étudiez l'histoire du Québec, ce que j'appelle, moi, la rhétorique du retard est constante. Et constante pas uniquement au Québec. Moi, je peux vous montrer un livre en France sur les politiques scientifiques des années 1950 et 1960 où les Français disent le retard de la France. Donc, lorsqu'un groupe social veut faire la promotion de quelque chose, il nous dit quoi? Toujours la même chose. Nous sommes en retard. En retard sur qui? En retard sur quoi et pourquoi? Donc, il faut rappeler que la rhétorique du retard, c'est une rhétorique de combat, de dire « je veux que ça change, donc je dis qu'on est en retard ». Regardons maintenant comment la science se développe au Québec et au Canada. Parce qu'on est en retard par rapport à qui? Le Canada, est-ce qu'on peut dire qu'il est en retard par rapport aux États-Unis? Bien, ça dépend. La population du Canada avant la Confédération est assez faible. Il y a très peu d'universités. L'université McGill, en 1855, c'est minuscule. C'est un college. C'est pas une université où on l'entend aujourd'hui, où on fait de la recherche. Et donc, bien sûr, l'université Laval, qui est créée en 1852, elle enseigne, mais quel est son corpus d'enseignement? Il est comparable à ce qu'on trouve dans les universités françaises, pour une raison très simple. La fonction d'une université en 1850, ce n'est pas de faire de la recherche, c'est de former des
agents qui vont devenir notaires, médecins, avocats. C'est donc des facultés relativement professionnelles. Mais parlons du moment où la science moderne émerge. Je ne sais pas où on place ça, là. C'est quoi la date officielle? C'est fin 19e, milieu 19e, début 20e? C'est quoi? Bon, dans la tradition d'histoire des sciences, le mot « la science moderne », ça caractérise le 17e siècle. Galilée, Newton. La science contemporaine, c'est disons. Au fond la deuxième demi du 19e siècle où là, on a des nouveaux types de sciences qui caractérisent la deuxième demi du 19e siècle, la science contemporaine. C'est des nouvelles découvertes sur l'électricité, le magnétisme, donc les fameuses équations de Maxwell sur lesquelles j'ai fait ma thèse de maîtrise en physique. Et donc, à cette époque-là, la science dans le monde, c'est tout petit. Et donc, les gens circulent, par exemple, à la fin du 19e siècle. Où étaient formés les médecins qui vont enseigner à la faculté de médecine de l'Université de Montréal? Ils étaient formés en France. Qu'est-ce qu'ils ont fait à la fin du 19e siècle? Ils ont été formés en France par qui? Par les étudiants de Pasteur. Donc, ils ont importé ici les thèses modernes de Pasteur. Donc, il n'y a pas de retard, là. Lorsqu'en 1933, l'inventeur de l'expansion de l'univers, l'abbé Georges Lemaître, qu'est-ce qu'il fait en 1933? Donc, c'est 4 ans après sa publication que l'univers est en expansion. Il passe par Montréal, il fait une conférence à l'ACFAS, invité à l'Université de Montréal, sur l'expansion de l'univers. On n'est pas sur la planète Mars. Les scientifiques lisent les revues, sont formés en France, c'est les frères des écoles chrétiennes, exemple. Le premier astrophysicien québécois qui a été formé, c'est un frère des écoles chrétiennes qui s'appelle l'abbé... non pas l'abbé, mais qui s'appelle le frère Robert, qui a fait sa thèse dans les années 20, en Belgique, à l'Université catholique de Louvain, si ma mémoire est bonne, sur est-ce que le Soleil est une étoile variable. Ensuite... Variable. Oui, parce que le Soleil, c'est une étoile. Oui. Donc, il y a des étoiles dont les intensités fluctuent. On va appeler ça une étoile variable. L'intensité lumineuse change. Donc, il a fait des observations astronomiques, il a déposé une thèse. Il revient à Montréal. Il y a une seule université. Mais lui, il est frère des écoles chrétiennes. Donc, il enseigne au Mont-Saint-Louis. Fait que les cours de physique, les cours de maths, tous les manuels du Mont-Saint-Louis sont écrits par le frère Robert. Il y a des manuels d'astronomie. C'est des gens qui sont au niveau, mais ils ne sont pas chercheurs parce qu'ils n'ont pas les conditions institutionnelles pour être chercheurs. Dans le fond, ce que vous dites, c'est qu'au début du 20e siècle, la science circule avant l'invention de la radio ou du téléphone ou de l'avion, bien sûr, aussi vite qu'avec Internet aujourd'hui, finalement. Ben, il circule. Pas aussi vite, mais aussi efficacement. Oui, parce que les gens lisent les comptes rendus de l'Académie des sciences. Hein? Ils lisent, s'ils veulent, ils peuvent lire Physical Review, mais c'est uniquement pour dire si on parle au niveau institutionnel maintenant. Il faut rappeler que l'Université de Montréal est créée en 1919-1920. Et là, donc, on a des conditions de l'université moderne. Quand on parle de sciences modernes, c'est pas la même chose que l'université moderne. L'université moderne, c'est l'université qui, elle, fait à la fois la recherche et l'enseignement. Ça, c'est l'Université de Montréal 1920, où on commence à créer des départements de chimie, des départements de physique, dans lesquels on va importer des physiciens, des chimistes européens. Pour la première génération, on n'a pas. Qui vont former une deuxième génération, qui, eux, vont devenir les directeurs de département de la deuxième génération, vont former des chercheurs. Léon Lortie a fait ses études en chimie en Europe. Il est revenu. Ensuite, on peut prendre à Québec, les chimistes ont été formés en Europe. Ils ont Joseph Rizzi, qui a créé le département de chimie à l'Université Laval, venait de l'Université de Strasbourg, non, j'ai oublié. Et c'est la même chose pour les sciences humaines ou non? Oui, parce que c'est un processus structurel. Si on fait la sociologie... Je pense à Guy Rocher qui va à Chicago pendant que ses collègues vont plutôt à Paris. Oui, plutôt, non. Guy Rocher va à Harvard, certains vont à Paris, et un qui va à Chicago, c'est Jean-Charles Falardeau. Donc, c'est l'école de Chicago. Il retourne à l'Université Laval pour faire de la sociologie, et c'est l'école qu'on va appeler l'école de Chicago. Pourquoi l'école de Chicago arrive à l'Université Laval? Parce que Falardeau avait été formé. Et ça, c'est un processus sociologique général. Vous inventez une nouvelle institution. Par définition, elle ne peut pas avoir formé des gens. Donc, la première génération, vous l'envoyez se former en Europe ou aux États-Unis. Elle revient, elle forme une deuxième génération qui, elle, prend possession localement de l'institution et forme ses gens. Donc, c'est un mécanisme universel. La notion que le Québec ou le Canada français est en retard au point de vue de la science, c'est pas une notion historique réelle. Non, moi, je pense que c'est pas utile parce que, par exemple, si on se dit, Gingras, tu te trompes parce qu'à McGill, en 1900, il y avait plus de recherche en physique. Oui, mais c'est pas dû à un mystère très simple. McGill, à la fin du 19e siècle, est une université anglophone.
qui est dans le circuit des institutions anglophones. Qu'est-ce qu'elle fait quand tu avais un professeur? Il n'y en a pas au Canada. On n'a pas plus au Canada qu'au Québec. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le téléphone ou elle envoie un TSF à l'Université de Cambridge. Elle dit à l'Université de Cambridge, donc c'est une colonie de l'Angleterre, l'Université McGill au début du siècle. Tous les profs viennent d'Angleterre. L'Australie, pareil. Ils écrivent en Angleterre, la Nouvelle-Zélande. Donc, il faut replacer ça dans un cadre où l'anglais étant une rente linguistique, vous avez un réseau beaucoup plus large et votre relation coloniale est avec l'anglais. Donc, Rutherford, qui est un étudiant de Thomson, vient à McGill. 2 ans plus tard, s'il n'y avait pas eu de poste à McGill, il serait plutôt allé en Nouvelle-Zélande ou en Australie. Mais voilà, c'est mais à contingent. ce moment-là, on peut parler d'un retard des institutions canadiennes françaises. Non, parce que retard, ça présuppose une idée évolutionniste d'un développement inéluctable. L'histoire, c'est la contingence. Les choses se font par hasard. Rutherford a été à McGill par hasard. La preuve, c'est quand il est retourné en Angleterre... On ne peut pas empêcher la société de souhaiter que... En français, l'université soit aussi avancée qu'en anglais à McGill. Oui, non, mais là, on ne parle pas de la même chose. On parle d'un point de vue historique. Oui. Ils n'ont pas une même fonction. Par exemple, il y a une très belle étude qui a été faite dans un livre que j'ai édité sur sciences et médecine, perspectives socio-historiques de George Weiss. J'ai édité un livre avec mes collègues. Et George Weiss a fait une étude du marché des médecins formés dans les universités francophones et dans les universités anglophones. Et il a montré que dans le monde francophone, à la fin du 19e, les médecins vont devenir des médecins de campagne. Donc, le type de médecine qu'ils doivent apprendre ne peut pas être le même que celui de McGill, qui sont des gens qui vont retourner souvent aux États-Unis ou dans les grandes villes, où le type de médecine va être différent. Donc, il montrait sociologiquement que selon que la clientèle des futurs médecins, on ne les forme pas de la même façon. Est-ce qu'un est en avance? Ça, c'est une question ahistorique. L'histoire doit décrire les forces qui expliquent qu'une personne est au point A et l'autre est au point B. Après, la morale dit que tu es en avance. Puis ça, il faut faire attention parce que ce qui est en avance aujourd'hui, souvent, on s'aperçoit que c'est en retard demain parce que le hasard des conjonctures a fait que ce qui était un désavantage peut être devenu un avantage. Donc, moi, je suis un historiciste radical. Je ne crois pas à l'évolutionnisme. Je crois au fond, si on fait une analogie avec la biologie, on a des niches écologiques dans lesquelles le savoir se développe en fonction de besoins. Donc, c'est dans ce sens-là que vous ne croyez pas à la notion de grande noirceur. Non, effectivement non. Il suffit de lire un livre que j'ai fait qui s'appelle « Pour l'avancement des sciences », histoire de l'ACFAS de 1923 à 1993. On voit bien qu'il y avait des scientifiques qui circulaient partout dans le monde. L'idée d'un Québec refermé sur lui-même, lisez les revues des années 20, on lit les livres français, c'est quoi l'affaire? Que l'Église ne veuille pas qu'on les lise, c'est une chose. Que les gens les lisent, les revues, c'est une autre chose. Donc, on prend la rhétorique pour la réalité. La réalité, il faut regarder les chiffres, il faut regarder la circulation des individus. Est-ce que vous savez que entre 1920 et 1960, on avait ce qu'on appelle les bourses d'Europe? Tous les gens qui sont très connus aujourd'hui en art, en médecine, ont tous eu des bourses d'Europe du gouvernement du Québec entre 1920 et 1960 pour se former en Europe et même aux États-Unis. Est-ce qu'on était fermés sur nous-mêmes? Bien sûr que non. Oui, mais certaines institutions le faisaient en cachette des autorités. Je pense que c'est M. Parizeau qui raconte qu'il a été envoyé étudier en Angleterre par François-Albert Anger, qui le mettait dans une fausse colonne au HEC pour pouvoir avoir l'argent des subventions pour couvrir ses études. Oui, mais ça n'inclut pas les bourses d'Europe, parce que les bourses d'Europe, au contraire, c'est une bourse de l'État qui est explicitement donnée pour quelqu'un qui va étudier en Europe. Et on a étendu la loi pour inclure les États-Unis, parce qu'après 1939, le gros des boursiers d'Europe, entre guillemets, s'en vont aux États-Unis. Donc, il y a toujours eu de la circulation, il y a toujours eu de l'information. Je me souviens d'un texte de Marie-Victorin qui nous parlait d'une conférence qu'avait entendue d'Einstein à la radio en 1933 ou 1936. L'idée de la grande noirceur, c'est une rhétorique et qui correspond au fond, une génération qui est celle de la Révolution tranquille, qui nous dit, nous, on vous a libéré de la grande noirceur, alors que si on fait une analyse sociopolitique, c'est pas mal plus compliqué que ça. Hein? Donc, c'est des catégories plus morales que sociologiques. Vous avez mentionné... On s'éloigne de la science. On va y revenir. Vous avez mentionné Marie-Victorin. Je sais que vous avez étudié ça très précisément, le frère Marie-Victorin, le grand botaniste. On dit botaniste et oui. Enfin, spécialiste des plantes, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a à dire de Marie-Victorin et de ce que ça nous dit sur cette société? Marie-Victorin, c'est quelqu'un que j'ai étudié en partie justement sur cette question de la rhétorique de la noirceur et du retard. Pourquoi? Parce que dans l'histoire du Québec, encore de nos jours un peu, quand on nous parle des années, en gros, 1920 et 1950, on nous parle de qui? Lionel Groulx.
on nous dit la fameuse phrase de Lionel Groulx, « Notre maître le passé ». Et on pense que donc, parce que Lionel Groulx a dit « Notre maître le passé », les intellectuels étaient fermés sur eux-mêmes et tournés vers le passé. En étudiant la trajectoire de Marie-Victorin, on voit exactement l'inverse, que le discours de Marie-Victorin, c'était « Il faut se méfier du passé et il faut se tourner résolument vers l'avenir ». Et Marie-Victorin a été quelqu'un qui a modernisé un ensemble d'institutions. C'est lui qui a demandé la création d'une école de géologie en 1936. C'est lui qui a créé, avec des collègues, l'ACFAS en 1923. C'est lui qui a créé, bien sûr, à partir de 1929, le fameux jardin botanique, qui est une institution reconnue mondialement. C'est lui aussi qui a demandé la réforme des baccalauréats à l'Université de Montréal, qui était trop copié sur les baccalauréats français, en disant qu'il faut le BSc, qui est un bac américain. C'est quelqu'un donc, qui a modernisé constamment les institutions. Et je l'ai étudié pour dire, voyez-vous, il y a Lionel Groulx au Québec. Mais le Québec, ce n'est pas Lionel Groulx. Le Québec, c'est comme toute société, un sociologue le sait, c'est diversifié. Si on regarde ça en science, on peut dire qu'il y a une distribution des caractères. Et il y a peu de sociétés homogènes. Il y a des sociétés qui sont toujours dans des rapports de force. Lionel Groulx avait un discours qui a amené un certain discours, mais qui a formé le père de l'écologie au Québec, Dansereau, c'est Marie-Victorin. C'est Marie-Victorin. Si on regarde de tout un ensemble de scientifiques québécois qui sont importants, qui ont suivi la trajectoire de Marie-Victorin, qui disait dès 1925, le Québec va s'épanouir et va devenir autonome grâce à la science. Donc, on avait là un discours qui était différent du discours dominant, puis je pense que je peux dire pourquoi. C'est que les historiens, avant qu'on publie en 1987 « Histoire des sciences au Québec », la science ne fait pas partie de l'histoire. Et faites les départements d'histoire à travers le monde jusqu'aux années 1960-1970, l'histoire des sciences, c'est pas de l'histoire, c'est la science. Moi, j'ai dit, écoutez, l'histoire de l'industrialisation, là, ça existe. Et pour comprendre l'histoire de l'industrialisation, il faut faire l'histoire des sciences et l'histoire des technologies. Donc, replacer la science et la technologie dans l'histoire du Québec, ça permettait d'ouvrir l'idée que où est la fermeture dans ça? Quelles sont les relations de l'ACFAS avec l'Association américaine pour l'avancement des sciences, avec l'Association britannique pour l'avancement des sciences? Le président de l'Association britannique pour l'avancement des sciences vient participer au congrès de l'ACFAS en 1945. On envoie des délégations en Angleterre qui représentent l'ACFAS là-bas, aux États-Unis, en France. C'est quoi? Si on étudie ces scientifiques-là, où est la noirceur, où est la fermeture? Il n'y en a pas. C'est quand on prend un angle idéologiquement orienté, qu'on prend un sous-ensemble, on dit « Regardez, les curés vous disaient de ne pas regarder des films. » Ben oui, si les curés le disaient, c'est peut-être parce qu'on les regardait. Donc, la réalité, c'est qu'on les regardait. C'est pas que le curé... Donc, il y a un problème méthodologique dans beaucoup de travaux historiques. Il faut étudier la rhétorique, mais la réalité, c'est pas toujours la même chose. Quand on parle aujourd'hui de démocratisation de la science, ça sonne comment à votre oreille? Ça résonne à plusieurs sens, parce que le problème quand on parle de démocratisation de la science, c'est que c'est un terme, du point de vue de la sociologie des sciences, encore une fois, beaucoup trop vague pour qu'on sache de quoi on parle. Si on veut dire démocratiser la science, ça veut dire assurer à tout le monde à l'école, du primaire jusqu'à la fin du secondaire, une formation scientifique de base. Par exemple, savoir qu'il existe un nombre important qui s'appelle le nombre d'Avogadro, qui dit que dans un litre de gaz ou d'eau, il y a 10 exposant 23 atomes ou molécules. Pourquoi c'est important? Parce que si on sait ce chiffre-là, quand on va nous parler d'homéopathie, on va comprendre que ça va contre les lois de la chimie. Voyez-vous? Ça, c'est la démocratisation de la science. Mais si par démocratisation de la science, on veut dire faut que les citoyens lisent les articles de Barry Reeves en français sur l'astrophysique et les origines de l'univers, ça, c'est de la démagogie. Un article scientifique dans une revue savante, ce n'est pas pour le peuple, c'est pour les autres physiciens qui vont soit dire « oui, tu as raison » ou « tu as tort », puis on va le corriger. Vous avez sûrement vu le gros brouhaha, il y a un mois environ, 2 mois peut-être maintenant, sur l'annonce qu'on avait peut-être découvert des neutrinos qui allaient plus vite que la vitesse de la lumière, ce qui allait contre la théorie d'Einstein. Oui. Ceux qui vont décider ça, là, c'est pas le peuple, c'est pas Internet, c'est les 50 scientifiques qui savent comment les instruments fonctionnent, puis qui vont refaire les calculs, qui vont refaire des expériences et qui ont conclu d'ailleurs déjà qu'il y avait des erreurs. Ça, c'est pour ça que la science se fait en anglais. C'était des Italiens c'était pas vrai, avec des Américains. Non, c'était une erreur expérimentale. C'était une erreur. On sait ça maintenant. Oui, on le sait. C'était annoncé dans Nature. Donc, la vitesse de la lumière n'est pas dépassée encore. Pas encore, cette affaire. Donc, c'est pas ça la démocratisation de la science.
Aller plus vite que la vitesse de la lumière, là, je devrais mettre mon chapeau de physicien, donc je le ferai pas, mais effectivement, je me laisse tenter, puis je dis, ben non, on dépasse pas. C'est bon pour les livres de science-fiction, dépasser la vitesse de la lumière. Et donc, la démocratisation de la science, ce n'est pas ça. Oui. Par contre, il y a un intermédiaire qui est utile, c'est le ça vulgarisateur pourrait... scientifique, qui va nous expliquer qu'effectivement, que si c'était vrai que le neutrino allait plus vite, les physiciens entre eux ont décidé que c'était vrai, ils vont modifier les théories. Donc, ça va permettre aux gens de comprendre la science. Mais c'est ça que ça veut dire, démocratisation. Ça ne veut surtout pas dire, un mot qu'on circule beaucoup ces temps-ci, ça ne veut surtout pas dire science citoyenne. Hein, il y a tout un discours aujourd'hui qu'il faut avoir une science citoyenne. Bien, science citoyenne, c'est une absurdité dans les termes. Parce que ça sonne à ma tête, je l'ai dit souvent, ça sonne science arienne, science prolétarienne. Et donc, ça ne marche pas. La science est vraie ou fausse. Il peut y avoir un débat citoyen sur la science. Oui, un débat citoyen sur la science, mais on ne peut pas caractériser la science par un adjectif. Il peut y avoir un débat citoyen sur la politique scientifique. Il peut y avoir un débat citoyen sur la distribution de la recherche entre l'université, les compagnies, les institutions publiques, etc. Donc... Oui, mais ça, c'est pas la science citoyenne. Non. Grammaire a une fonction. Science citoyenne, c'est que la science a une caractéristique, elle est citoyenne. Donc, ceux qui utilisent le terme science citoyenne, c'est pas n'importe qui. C'est des gens qui veulent que la science serve les intérêts de certains groupes. Qu'ils appellent ça un lobby. Oui. La science, la démocratie peut dire, est-ce qu'on investit dans les cellules souches? Ça, c'est un choix démocratique de politique scientifique. Voilà. La science n'est pas citoyenne ou non citoyenne. On va revenir à ce débat-là, d'ailleurs, parce que c'est le débat important, au fond. Comme vous dites, le débat scientifique appartient aux scientifiques, alors que parfois on appelle débat scientifique ce qui est un débat de choix scientifique, comme par exemple la réponse à apporter à la vérité scientifique des changements climatiques. Mais probablement que ceux qui parlent de démocratisation de la science parlent souvent d'Internet et de la capacité qu'on a maintenant d'avoir accès à une somme d'informations, mais faramineuse et difficile à gérer d'ailleurs. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que ça ne fait pas partie aussi de la perte d'autorité des scientifiques comme de toutes les autorités, de l'accessibilité de l'information? Est-ce qu'au fond, il n'y a pas, malgré toutes les réserves qu'on peut avoir, un énorme gain possible pour la démocratie là-dedans? Mais pour moi, il n'y a absolument aucun doute. C'est-à-dire que l'accès aujourd'hui à Internet avec ce qu'on appelle accès libre aux publications scientifiques, un bon nombre de publications scientifiques, mais comme PLOS One et PLOS Biology, qui sont gratuites sur le web. Et c'est des revues savantes, mais sont gratuites. Ça veut dire que vous, si par hasard vous avez assez de temps pour consacrer à ça, vous n'avez pas besoin d'un PhD. Vous servez de votre cerveau, vous avez la bibliothèque, vous lisez sur Internet. Donc, l'accessibilité, c'est un plus absolu. Et c'est bien que ça remette en cause les autorités. Parce que les autorités, dans les années 50 jusqu'aux années 70, avaient parfois le défaut de se donner une forme d'arrogance. L'exemple que je vais prendre, qui est classique, c'est le médecin. Hein, le médecin, vous regardez avec son sarrau blanc, écoute, prends telle pilule et pose pas de questions. On sait que cette ère-là du médecin qui dit prends la pilule, pose pas de questions, c'est fini. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, vous allez voir votre médecin en lui disant quoi? Hey, je suis allé sur Internet, puis j'ai vu mon petit bobo, ça ressemble à une affaire, puis il y a 3 pilules qui font ça, dont une est moins chère. Là, il vous regarde, puis il se dit, écoutez, c'est plus compliqué. Il dit, oui, mais pourquoi? Donc là, le médecin doit t'expliquer qu'il doit se justifier davantage. Et c'est bien pourquoi. Parce que le niveau d'éducation de la population au cours des 30 dernières années, pas uniquement au Québec, partout dans le monde, a augmenté. Donc, vous êtes mieux capable d'aller chercher vous-même sur Internet et on espère que vous allez comprendre ce qui est écrit et vous accepterez pas n'importe quoi qui est écrit sur Internet. Donc, il y a une double boucle qui est excellente. Un, ça vous oblige vous-même à être plus critique parce que vous avez une infinité de données devant vous et ça oblige celui à qui vous aviez l'habitude de vous confier, disons le médecin, lui-même à se justifier davantage auprès de vous. Les médecins, les associations scientifiques, les politiciens doivent justifier leur politique scientifique. Parce qu'aujourd'hui, sur Facebook, vous pouvez lancer un groupe, par exemple, pour qu'il y ait plus de recherches sur, disons, la sclérose en plaques. Et là, vous allez dire au ministre de la Santé pourquoi il y a juste 2,5 millions sur la sclérose en plaques ou X millions, peu importe, j'ai inventé le chiffre. Pourquoi il y a tant de millions sur telle maladie, puis pas sur la maladie du chêne. Pourquoi il y a aussi peu de recherches sur la malaria qui tue plus de monde que... Exactement. Et là, ces gens-là sont un plus. Donc oui, l'accès sur Internet, c'est excellent. Mais ça crée la nécessité d'avoir un esprit critique qui, lui, doit être acquis à l'école, pas ailleurs. Comment on fait pour que les gens ne mêlent pas la science et la pseudo-science à ce moment-là? Parce qu'il faut quand même savoir lire autant que quand on lisait dans le papier. Oui. Et ça, c'est une question
très difficile et il n'y a pas de solution absolue. Parce que le paradoxe, c'est que d'un côté, on dit la science, c'est faillible, la science, c'est pas absolu, la science, ça change. Une perception, c'est de devenir relativiste. Donc, tout se vaut. Mais non, la science ne dit pas ça. Comment naviguer entre tout se vaut et il y a une vérité universelle, genre 2 + 2 = 4. En maths, c'est simple, en gros. Hein? Un théorème, 2 + 2 fait 4, le théorème de Pythagore, il n'y a pas de discussion. Mais la plupart des sciences ne sont pas des mathématiques. D'ailleurs, la science, les maths, c'est un langage plus qu'une science. Il n'y a pas d'objet empirique. Mais toute science empirique a une relation ambiguë avec ses objets. La physique a évolué. Hein? La physique de Newton n'est pas la physique d'Einstein, n'est pas la physique de Poincaré. C'est pas la même physique. Et donc, il ne faut pas tomber dans le relativisme. Moi, personnellement, ma position pédagogique sur ça, c'est de se dire, non pas essayons d'expliquer aux gens au secondaire 4 ou même au cégep toutes les sciences, toutes les lois de la biologie. Mais non. Mais c'est de se dire, et ça, à mon avis, c'est pas trop difficile à faire, quels sont les piliers qui ne bougent pas depuis des siècles. Donc, ils vont peut-être bouger, mais ils n'ont pas bougé depuis des siècles. Première loi, conservation de l'énergie. Rien ne sort de rien. Ça, c'est une loi. Si tu sais que conservation d'énergie, déjà, là, quand on va te dire, comme on l'a dit en 89 sur la fusion froide, j'ai rentré 1 watt dans une machine, puis il en sort 50. Hein? Ça, c'est le mouvement perpétuel, c'est l'énergie ex nihilo. Si tu sais ça, puis tu crois que ça a toujours été comme ça, tu dis, OK, ça, c'est impossible. Hein? Il ne peut pas rentrer 1 watt puis sortir 100 watts. Sauf si c'est une machine de cachet dedans qui est truquée. Donc, c'est une fraude. Okay? L'autre chose, c'est la loi d'action de masse. Si vous avez de l'eau et vous mettez une molécule d'arsenic, ça a le moins d'effet que si vous mettez 10 molécules d'arsenic. Fait que là, vous dites, OK, si je baisse les molécules d'arsenic à 0, il n'y a plus d'arsenic. Et ça, c'est l'homéopathie. Voyez-vous? Donc, le nombre d'Avogadro plus la loi d'action de masse vous dit l'homéopathie, c'est un effet placebo. Pas besoin d'être médecin pour ça. C'est un peu de chimie. Donc, un peu de chimie de base, un peu de physique de base, mais de base. Mais écoutez, l'heure avance tellement vite avec vous. Est-ce qu'on est en meilleure position maintenant qu'on l'était avant l'invention des grands moyens de communication pour, dans le sens de la démocratisation, dans le sens de l'utilisation des sciences de façon morale, éthique, mais en même temps efficace, de prise de décision de politique scientifique correcte? Est-ce qu'on est en meilleure position qu'on l'était il y a 50 ans, disons? Moi, en un sens, je dirais oui. Pourquoi? Parce que là, 50 ans, on avait des niches et on avait des moyens de communication qui ne permettaient pas à tous les individus au même moment d'avoir accès. C'était vrai même en sciences. En physique ou en chimie, à l'époque, si vous n'étiez pas dans les petits réseaux qui s'échangent les préprints entre Princeton et Harvard, vous étiez 1 an en retard parce que vous alliez lire l'article qui, eux, ont lu 1 an avant. Okay. Aujourd'hui, tout étant sur Internet à la même journée, que vous soyez à Tombouctou ou à Paris ou à Harvard, vous avez le même moyen. Donc, au contraire, ça rend possible la réappropriation. Mais est-ce que ça se peut que ça ne simplifie pas les décisions de politique scientifique? Et simplifier dans quel sens? Il y a d'autres facteurs. Il y a des intérêts. Il y a des grands consortiums de recherche pharmaceutique. Il y a le financement des universités qui est difficile. Alors, ça ne simplifie pas les grandes décisions à prendre. Non, bien sûr. Non, je pensais vous le dire, ça les simplifie. Mais ça permet d'en prendre des meilleures. Ça ne les simplifie pas. Au contraire, ça les complexifie parce que là, il y a une nouvelle affaire. Ça permet vraiment d'en prendre des meilleures. Là, je ne suis pas certain, parce que là, ça dépend des gouvernements. Chez nous, on a un gouvernement conservateur au fédéral qui prend de très mauvaises décisions sur la science. Il ne prend pas des meilleures décisions. Donc, ce que la technologie permet, elle rend possible ce qui était impossible avant. Mais elle ne le rend pas nécessaire. Donc, si vous pouvez ne pas écouter les groupes de pression sur Facebook, mais au moins les groupes de pression sur Facebook existent, puis c'est beaucoup plus facile de mettre ensemble ces gens-là que il y a 30 ans. Chaque époque a sa vision de l'avenir qu'on découvre quand on vit assez longtemps que c'était fou ce qu'on disait il y a 50 ans sur l'automobile, par exemple, etc. C'est quoi les visions d'avenir réalistes maintenant en sciences? Bon, premièrement, vous savez... L'avion solaire, je ne sais pas moi, ce qu'on peut dire... La téléportation. Oui, c'est ça. Et là, il y aura beaucoup à dire sur ça, parce que ça, c'est des métaphores. La téléportation, il n'y a pas de ça n'existe pas. Ce qui est un phénomène physique qu'on a nommé comme ça. C'est un peu quand on parle de la couleur des quarks. Un quark n'est pas rouge ou bleu, mais on l'appelle comme ça en physique parce que c'est drôle. Mais ils n'ont pas de couleur. Donc, le problème en physique, c'est que les concepts sont très abstraits.
et on leur donne des noms métaphoriques pour rendre les choses un peu plus simples, mais ça crée des obstacles à la compréhension. Donc, c'est problématique. Mais si on regarde aujourd'hui ce qu'on sait en sciences, dans diverses sciences, la géologie, la physique, on sait qu'il y a réchauffement de la planète. On ne peut pas nier ça. Okay? On peut débattre si l'homme est-tu responsable de 30 35 Ça, c'est difficile de quantifier si c'est 30 ou 50. Mais on ne peut pas nier ça que ça monte. C'est impossible. D'ailleurs, il y a de moins en moins qui le nient. Ils disent que c'est une bonne chose que ça monte, mais ils disent pas... Ou alors on dit que c'est des cycles naturels. C'est ça. Mais ils peuvent plus... Alors qu'à 5 mais ans... on peut dire qu'il y a des cycles naturels. Il y a déjà eu des glaciations puis des réchauffements. Oui, ça s'appelle, je donc, des cycles de Kondratif, des grands cycles sur 20 000 ans, ça existe. Mais il n'y a plus de débat là-dessus, dans le sens qu'il y en a 2, 3 illuminés qui disent qu'il n'y a pas de réchauffement. Voyez-vous, donc en science, quand vous ajoutez des points expérimentaux, année après année, le débat se limite. Par contre, là où il va y avoir toujours débat, parce qu'il est social, il n'est pas scientifique, c'est qu'est-ce qu'on doit faire. Dans le cas du Québec, on peut dire que c'est une très bonne chose, j'aime mieux qu'il fasse 28 degrés que moins 4. Par contre, pour les pays africains, pour Haïti, il va y avoir des effets peut-être plus néfastes. Il y a plus de tsunamis, nous, on n'aura pas. Donc, ce qu'on sait aussi, c'est que ça va être un gros problème. Un autre, on parle moins, mais c'est l'énergie. Il y a aujourd'hui des problèmes énergétiques. Le prix du pétrole ne pourra qu'augmenter. Et même l'augmentation du prix du pétrole, et ça, on tombe là, dans la démographie, la sociologie urbaine. Si les villes se sont développées avec des distances plus grandes du centre... Parce que le pétrole n'était pas cher. C'est parce que le pétrole n'était pas cher. Tout le monde va avoir 2 autos. On faisait des autoroutes. Quand le pétrole va devenir cher, la première chose qui va changer, c'est la classe moyenne ne pourra plus faire son tour du monde en avion. Ça va coûter trop cher. Donc, l'accès à l'avion pour aller à Paris à tous les mois, là, ça va diminuer parce que c'est ça qui coûte cher, le pétrole. Si vous voulez que vos enfants aillent à Paris, envoyez-les là maintenant. Ou bien, envoyez-les en bateau. Donc, on peut croire que le nombre de croisières au 21e siècle en bateau va augmenter parce qu'au moins dans le bateau, il va coûter moins cher. Les autos, le pétrole va augmenter. Donc, il va falloir revenir à des systèmes électrifiés pour ceux qui les ont abandonnés, alors que la France ne l'a pas abandonné. Le TGV, tous les systèmes de train en France ont un système de fondement électrique. Et donc, on va avoir des problèmes d'énergie, c'est certain. Et les pays qui abandonnent le nucléaire, comme l'Allemagne, vont faire une recherche énorme sur le domaine, non pas uniquement des éoliennes, mais surtout de l'énergie solaire. Parce que le problème avec l'éolienne, c'est qu'il faut accumuler cette énergie-là. On ne peut pas accumuler. Donc, on a quelques batteries, mais ce n'est pas un système qui s'accumule comme l'hydroélectricité. Donc, ce qui est certain, sans sortir la boule de cristal là, des gourous qui nous prédisent qu'on va devenir des cyborgs avec des appareils électroniques, ça, c'est bon pour les films de science-fiction. Mais la voiture électrique, c'est quelque chose d'inévitable. D'ailleurs, il paraît que, ça a existé très bien, que ça a été un concurrent du pétrole. Et que... il y a un très beau film, d'ailleurs, qui est un documentaire, hein? What Happened to the Electric Car, qui montre, bon, il y a un peu, le film fait un peu de théorie du complot, là, mais c'est quand même un mystère. Et on aurait pu parler aussi du rôle de Hydro-Québec. Pierre Couture, un grand chercheur qui travaille d'ailleurs sur le tokamak de Varennes, qui avait inventé le moteur roue. Et pourquoi il a inventé le moteur roue? Parce que c'était un expert des champs magnétiques, parce qu'il travaillait sur le tokamak de Varennes. Donc là, on a un beau cas de quelqu'un qui travaille sur la fusion nucléaire, qui marche avec le champ magnétique, et que ça l'a amené à concevoir quelque chose de non prévu, le moteur roue, que Hydro-Québec n'a pas eu la vision de développer. C'est une décision de gouvernement. C'est le gouvernement du Québec qui a décidé d'abandonner... Là, je ne suis pas dans le secret des yeux, mais je pense que c'est plutôt... Ça avait été annoncé par le ministre des Transports. Oui, mais c'est une décision qui est prise par le chef d'Hydro-Québec, à mon avis, qui était caillé à l'époque. Bon, on pourra faire une enquête des journalistes pour en savoir plus. Oui, mais il y a des moments historiques, il y a des virages historiques comme ça qu'on gaspille. Quoi. Mais l'histoire étant réversible... On peut revenir. La preuve, c'est que là, on revient aux autos électriques. Ça existe, on peut en acheter. Bon, là, ils font ça, vous y croyez. Ça, mais vraiment, on n'a pas à y croire, ça existe. Et non seulement ça existe, mais là, la technologie va s'accélérer. Parce qu'en technologie, contrairement en science, on a ce qu'on appelle des trajectoires technologiques qui nous permettent de savoir qu'en gros, la durée de la batterie va doubler en 5 ans. Parce qu'on connaît en gros. Est-ce que ça peut aller jusqu'à l'avion? Moi, je pense non, qu'on est trop loin de ça, parce que le coût de l'avion, l'énergie que ça demande, le pétrole va être gardé pour les avions. Par contre, tout ce qui est beaucoup plus, par exemple, le bateau, bon, il y a du voile, il peut marcher à l'électricité. Hein? Les autos marchent déjà à l'électricité. Donc, ça veut dire que la recherche technologique aujourd'hui porte sur les batteries pour augmenter leur capacité, porte sur le solaire pour augmenter la conversion de l'énergie solaire en électricité. Sauf que dans 30 secondes qui restent, je vais vous coincer.
La prédiction, c'est pas scientifique, ça? Oui, ça peut être scientifique lorsqu'elle est basée sur une trajectoire technologique. Si vous regardez les courbes de croissance de l'énergie, on est capable de les prédire jusqu'à ce qu'arrive une brisure. Comme par exemple, la crise du pétrole de 1973, c'est une crise géopolitique. Avant ça, il y avait une trajectoire de consommation de l'énergie relativement prévisible et elle s'est brisée pour des raisons socio-politiques. Alors, retour de l'électrique et peut-être du nucléaire. Le nucléaire, c'est plus délicat parce qu'on n'a pas solutionné les problèmes de l'impact des résidus. Yves Gingras, je savais qu'on ne pouvait pas finir de façon claire avec vous. On parle de trop de choses, mais merci beaucoup, beaucoup d'avoir été là. Ça m'a fait plaisir.